Bismillah. Un calme extraordinaire emplissait la nuit, tandis que nous contemplions, assis dans la spacieuse véranda, les vastes pelouses baignées d'ambre, nous nous laissions pénétrer par le silence de l'heure. Et pendant longtemps, personne ne parla. Puis, dans le lointain, au sommet des montagnes estampées qui frangeaient le ciel oriental, une brume légère se teinta d'une faible lueur. Et bientôt surgit une grosse lune d'or dont la lumière spectrale s'épandit sur la terre en gravant à l'eau forte les bouquets de ténèbres qui étaient des arbres. Une brise murmurante s'éleva à l'est et dessina dans l'herbe haute de longues ondulations sinueuses, à peine visibles sous la clarté lunaire. Du groupe réuni dans la véranda monta un soupir convulsif qui nous fit tourner la tête vers Feining. Penché en avant, le visage étrangement blême, il agrippait fortement les bras de son fauteuil, et quelques gouttes de sang perlaient à la lèvre où il avait enfoncé ses dents. Pendant que nous le regardions d'un air stupéfait, il éclata soudain d'un rire hargneux. Il n'y a pas de quoi me contempler comme une bête curieuse, s'exclama-t-il avec colère. Puis il s'arrêta net. Complètement abasourdi, nous nous demandions ce qu'il fallait lui répondre lorsqu'il reprit la parole. Tenez, je crois que je ferais mieux de tout vous raconter. Sans ça, vous partirez d'ici après m'avoir catalogué comme fou. Surtout que personne ne m'interrompt. Je veux me délivrer du poids qui pèse sur mon esprit. Vous savez tous que je ne suis pas doué d'une grande imagination, mais il y a une vision fantastique, une pure chimère, qui n'a cessé de me hanter depuis ma tendre enfance. Un rêve. Nous eûmes l'impression qu'il se recroquevillait dans son fauteuil avant de poursuivre à voix basse. Grand Dieu, subhanallah, quel rêve abominable! La première fois, mais je ne peux pas me rappeler la première fois. Aussi loin que remontent mes souvenirs, cette infernale vision hante mes nuits. Voici comment elle se présente. Je vis dans une espèce de bungalow, situé au fait d'une colline, au milieu d'une vaste savane. L'endroit ressemble un peu au domaine où nous sommes à présent, mais la scène est en Afrique. J'habite avec un domestique, un hindou. En état de veille, j'ignore pourquoi je suis là. Mais dans mon rêve, je connais fort bien la raison de ma présence. L'homme que je suis en rêve se rappelle sa vie passée, une vie qui ne correspond pas du tout à ma vie réelle. Mais quand je suis éveillé, mon subconscient ne parvient pas à me transmettre ses impressions oniriques. Je crois pourtant que je fuis les rigueurs de la justice et que mon hindou est dans le même cas que moi. Je ne me rappelle pas non plus, quand je suis éveillé, comment il se fait qu'il y a là un bungalow, ni dans quelle partie de l'Afrique il se trouve. Mais je sais qu'il n'est pas très grand et qu'il contient peu de chambres, comme je vous l'ai déjà dit. Il est bâti au fait d'une colline, l'unique colline de la savane qui s'étend à perte de vue dans toutes les directions. L'herbe monte en certains endroits jusqu'aux genoux, en certains autres jusqu'à la taille. Au début de mon rêve, je suis en train de gravir la colline juste au moment où le soleil va se coucher. Je reviens d'une expédition de chasse et je porte un fusil brisé. Dans mon rêve, je me souviens des détails de cette expédition et des circonstances dans lesquelles mon fusil s'est brisé. Mais j'oublie tout cela à mon réveil. On dirait qu'un rideau se lève brusquement et qu'un drame commence ou encore que je me trouve soudain transporté dans le corps et la vie d'un autre homme et que je ne connais aucune autre existence que celle de cet homme. C'est ce qu'il y a de plus infernal dans toute cette histoire. Comme vous le savez, la plupart d'entre nous, au cours de leurs rêves, ont obscurément conscience qu'ils sont en train de rêver. Si horrible que le rêve puisse devenir, ils savent que ce n'est qu'un rêve. Et de la sorte, la folie, voire la mort, se trouve écartée. Mais il en va tout autrement pour moi. Mon existence onirique est si nette, si complète en ses moindres détails, que je me demande parfois si elle n'est pas mon existence réelle, et si ma vie éveillée n'est pas un songe. Mais il n'en est rien, sans quoi je serais mort depuis plusieurs années. Donc je suis en train de gravir la colline, et je constate que, en dehors du sentier tracé, il y a une espèce de piste irrégulière qui va jusqu'au sommet. L'herbe est couchée comme si l'on y avait traîné quelque chose de lourd, mais je ne prête pas grande attention à cela car je pense, avec une certaine humeur, que je n'ai pas d'autre arme que mon fusil brisé et qu'il va me falloir renoncer à la chasse jusqu'à ce que j'aie pu m'en procurer un autre. Vous le voyez, je me rappelle les pensées et les impressions que j'ai connues, ainsi que les faits qui ont eu lieu pendant le rêve. Mais les souvenirs de mon moi et de mon existence onirique échappent complètement à ma mémoire. Passons. J'arrive au sommet de la colline
et j'entre dans le bungalow. Les portes sont ouvertes et mon hindou n'est pas là. Dans la salle de séjour règne le plus grand désordre. Chaises cassées, tables renversées. Le poignard de l'hindou joue sur le plancher, mais je ne vois de son nulle part. Or, dans chacun de mes rêves, je ne me rappelle jamais les autres rêves, comme cela arrive souvent. J'éprouve toujours les mêmes sensations oniriques avec la même intensité que la première fois. Donc je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Debout, au milieu de la pièce en désordre, je réfléchis à ce mystère. L'hindou a disparu, mais qu'est-ce qui l'a fait disparaître? Si ça avait été une bande de nègres, ils auraient pillé et brûlé le bungalow. Si ça avait été un lion, il y aurait du sang partout. Soudain, je me rappelle la piste irrégulière que je vis en gravissant la colline. Et un frisson glacé parcourt mon corps, car la lumière se fait dans mon esprit. La créature qui est venue de la savane et a saccagé mon bungalow ne saurait être qu'un énorme serpent. Et quand je songe à la largeur de la piste, des gouttes de sueur perlent à mon front, et mon fusil brisé tremble dans ma main. Alors, saisi d'une terreur panique, je me précipite vers la porte n'ayant plus qu'une idée en tête, fuir en direction de la côte. Mais le soleil s'est couché, le crépuscule s'étend furtivement sur la savane. Et là-bas, quelque part dans les hautes herbes, s'embusque ce monstre abominable, grand Dieu, subhanahu. Il prononça ces deux derniers mots avec une telle force d'émotion que nous tressaillîmes tous violemment, ce qui nous fit comprendre à quel point nous étions tendus. Après un instant de silence, Fei Ming reprit la parole en ces termes. Alors je ferme les fenêtres, verrouille les portes et me poste au milieu de la grande salle, immobile comme une statue. J'attends l'oreille aux aguets, bientôt la lune se lève et sa clarté spectrale entre par les fenêtres. La nuit est étonnamment calme, un peu comme cette nuit ici. Parfois la brise parcourt les hautes herbes en murmurant alors, je sursaute et serre les poings jusqu'à ce que mes ongles entrent dans ma chair et qu'un mince filet de sang coule le long de mes poignets. Et j'attends toujours, immobile comme une statue, l'oreille aux aguets, mais le monstre ne vient pas ce soir-là. Cette fin de phrase, brutale comme une explosion imprévue, nous arracha un soupir de soulagement involontaire. Je suis bien décidé, poursuivit Fei Ming, à partir pour la côte de bonne heure le lendemain matin, à tenter ma chance dans cette sinistre savane où la bête est embusquée. Mais le jour venu, je ne trouve pas le courage nécessaire. J'ignore quelle direction le monstre a prise. Je n'ose pas courir le risque de l'affronter sans armes. En proie à une torpeur hébétée, je regarde sans cesse le soleil qui descend, impitoyable, vers l'horizon. Ah Seigneur, si seulement je pouvais l'arrêter dans sa course. Soudain, il plonge et les longues ombres grises s'avancent à grande foulée sur la savane. Ivre de crainte, j'ai fermé les fenêtres, verrouillé la porte et allumé la lampe longtemps avant que j'éteigne la dernière lueur du crépuscule. Les fenêtres éclairées vont peut-être attirer le serpent, mais je n'ose pas rester dans le noir. De nouveau, je me poste au milieu de la pièce et j'attends, l'oreille aux aguets. Fei Ming marqua une pause. Il frémissait d'horreur. Quand il reprit la parole, ce fut d'une voix presque imperceptible, en s'humectant fréquemment les lèvres. Je ne saurais dire combien de temps je reste là. Le temps est aboli. Chaque seconde est un siècle, chaque minute est une éternité. Et puis, grand Dieu, subhanahu, que se passe-t-il? Il se pencha en avant comme pour écouter, et le clair de lune fit ressortir les traits de son visage de façon à lui composer un tel masque de terreur que chacun de nous frissonna et jeta un rapide coup d'œil par-dessus son épaule. Cette fois-ci, ce n'est pas la brise, murmura-t-il. Les herbes bruissent comme s'il entraînait un corps lent et souple à travers la savane. Le bruissement se fait entendre au-dessus du bungalow, puis s'arrête juste devant la porte. Ensuite, les gants se mettent à grincer. Le panneau s'incurve vers l'intérieur un tout petit peu, puis davantage. Fei Ming étendit les bras devant lui, comme s'il s'appuyait fortement contre quelque chose et sa respiration devint saccadée. Je crois que je devrais peser sur la porte pour la maintenir fermée, mais je ne peux pas bouger. Je reste là, comme un mouton qui attend son tour à l'abattoir. Cependant, la porte tient bon. Nous poussâmes à nouveau un soupir de soulagement, tandis que Fei Ming passait une de ses mains tremblantes sur son front. Et je reste là, debout pendant toute la nuit, au milieu de cette pièce, immobile comme une statue, sauf lorsque je pivote lentement sur moi-même, à mesure que le bruissement de l'herbe indique le trajet du monstre autour de la maison. Je garde les yeux fixés dans la direction de ce
sont sinistres et soyeux. Parfois ils cessent, l'espace d'un instant, ou même de quelques minutes. Et alors, j'ose à peine respirer, car je suis obsédé par l'idée que le serpent a réussi à pénétrer dans le bungalow. Et je tourne de côté et d'autre, épouvanté à l'idée que je pourrais faire du bruit, bien que je ne sache pas pourquoi, éprouvant la sensation continuelle que la bête est derrière moi, puis le son recommence, et je me fige à nouveau dans mon immobilité. C'est à ce seul moment que ma conscience claire, qui guide mes heures éveillées, parvient à percer le voile du rêve. Non pas que je me rende compte que je suis en train de rêver, mais d'une façon désintéressée, mon esprit conscient reconnaît certains faits et les transmet à mon moi endormi. En d'autres termes, l'espace d'un instant, les deux parties de ma personnalité sont à la fois unies et séparées. De même que mon bras gauche et mon bras droit sont séparés tout en appartenant à une même entité. Pendant un certain temps, mon esprit conscient se trouve placé au second rang, et mon esprit subconscient exerce une telle autorité qu'il ne reconnaît même pas l'existence de l'autre. Mais mon esprit conscient, alors qu'il est endormi, perçoit de faibles ondes de pensée émanées de mon esprit onirique. Je me rends compte que je n'explique pas cela très clairement, mais je sais fort bien que mon esprit conscient et mon esprit subconscient sont près de la désagrégation totale. Dans mon rêve, pendant que je reste debout, immobile, au milieu de la pièce, je suis obsédé par la terreur de voir le serpent se dresser et me regarder par la fenêtre. Et je sais, toujours dans mon rêve, que si cela se produit, je deviendrai fou. L'impression transmise à mon esprit conscient, à ce moment-là endormi, est si forte que les ondes de pensée animent l'obscur océan du sommeil. Je sens que la raison de mon moi éveillé est ébranlée tout autant que la raison de mon moi onirique. Elle chancelle et vacille jusqu'à ce que son mouvement revête une forme physique. Et moi, dans mon rêve, je me balance de côté et d'autre. La sensation n'est pas toujours la même, mais je vous l'affirme, si jamais je vois, toujours dans mon rêve, cette abomination devant mes yeux, je deviendrai fou à lier. Seigneur, subhanallah. Quelle perspective! Être fou et faire sans cesse ce même rêve, nuit et jour. En attendant, je suis là, debout, l'oreille aux aguets, tandis que des siècles s'écoulent. Mais finalement, une pâle lumière grisâtre filtre par les fenêtres, le bruissement des herbes se meurt dans le lointain. Puis, bientôt un soleil rouge, hagard, escalade le ciel oriental. Alors je vais me regarder dans un miroir, et je constate que mes cheveux sont devenus tout blancs. D'un pas chancelant, je gagne la porte que j'ouvre toute grande. Je ne vois rien qu'une large piste qui descend la colline à travers les hautes herbes, dans la direction opposée à celle que je songe à prendre pour atteindre la côte. Je dévale la pente en éclatant d'un rire démentiel. Je cours jusqu'à ce que je tombe d'épuisement. Puis après être resté étendu sur le sol, je me relève et reprends ma course. Je continue ainsi toute la journée, au prix d'efforts surhumains, ébouillonné par la pensée du monstre derrière moi. Et pendant que je me précipite en avant, en sentant mes jambes faiblir de plus en plus, pendant que je reprends haleine étendu sur le sol, j'observe le soleil avec une farouche avidité. Comme le soleil voyage vite, quand un homme court pour sauver sa vie, je sais que j'ai perdu la course en la voyant décliner vers l'horizon, et en constatant que les collines où je devais arriver avant le crépuscule semblent aussi lointaines que jamais. Il baissa la voix. D'un mouvement instinctif, nous nous penchons vers lui. Il étreignait fortement les bras de son fauteuil. Des gouttes de sang perlaient à sa lèvre. Puis le soleil se couche et les ombres s'allongent. Et je continue d'avancer en titubant. Et je tombe, et je me relève, et je repars comme un homme ivre. Et je ris, je ris, je ris. Ensuite je fais halte, car la lune monte et la savane s'argente d'une lumière spectrale. La clarté qui s'étend sur la terre est toute blanche. Quoique l'astre soit couleur de sang, je regarde derrière moi, loin, très loin, dans la direction d'où je suis venu, très loin, et je vois, oui, l'herbe qui ondule. Il n'y a pas la moindre brise, et pourtant un étroit sillon, sinueux, se creuse dans la savane, loin, très loin, mais qui approche d'une seconde à l'autre. Sa voix s'éteignit, nous nous penchâmes tous un peu plus en avant, le souffle suspendu, puis quelqu'un remplit le silence. Et ensuite je me réveille. Jamais encore je n'ai vu ce monstre hideux. Mais tel est le rêve qui me hante, qui m'arrachait des cris de terreur dans mon enfance, et dont j'émerge baigné de sueur froide
depuis que j'ai atteint l'âge d'homme. Il se reproduit à des intervalles irréguliers. Et chaque fois ces derniers temps, la bête arrive plus près, beaucoup plus près de moi. L'ondulation des herbes me montre qu'elle approche à chaque rêve. Quand elle m'atteindra alors, il se tut brusquement, puis sans ajouter un mot, il se leva et entra dans la maison. Après être resté assis en silence pendant quelques instants, nous imitâmes son exemple, car il était tard. Je ne saurais dire combien de temps dura mon sommeil, mais je m'éveillai en sursaut en ayant l'impression que quelqu'un venait d'éclater d'un rire atroce, semblable à celui d'un fou. Je me levai aussitôt en me demandant si j'avais rêvé. Au moment où je me précipitais hors de ma chambre, un cri vraiment horrible retentit dans la maison. Je me joignis aux autres invités, qui, réveillés eux aussi, accouraient de toutes parts, et nous gagnâmes la chambre de Feiming, d'où les sons avaient semblé provenir. Notre ami gisait mort sur le plancher, où il avait dû tomber au cours d'une lutte terrifiante. Il ne portait pas la moindre blessure, mais son visage effroyablement déformé avait été écrasé par une force surhumaine. Un serpent gigantesque, par exemple.